Ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est qu'on a quand même beaucoup d'éléments alimentaires, beaucoup d'informations sur la manière de préparer les crêpes, par exemple, la manière de les cuire. Là, on voit bien que la femme tient son petit poêlon, la crêpe est déjà plus ou moins cuite, on a l'impression qu'elle est en train de sortir le poêlon. En même temps, il y a quelque chose qui peut peut-être surprendre pour quelqu'un qui a déjà fait des crêpes et quelqu'un qui a déjà cuisiné dans l'âtre d'une cheminée. Le poêlon a une queue très, très proche et on se demande comment on peut cuire une crêpe comme ça sans se brûler. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Alors peut-être que l'ustensile, l'outil sert à autre chose, peut-être à suspendre peut-être le petit poêlon. Voilà, donc on voit aussi un intérieur à la fois campagnard, ça c'est très clair, mais en même temps, la cheminée est faite de briques. Donc à cette époque, au XVIe siècle, c'est pas tout le monde n'avait pas une cheminée comme ça dans un intérieur. Puisque généralement, d'une façon, dans les familles très modestes, il n'y avait qu'un seul espace, qu'une seule pièce, dans laquelle il y avait le lit, le banc, le foyer qui était à même le sol, il n'y avait pas de cheminée, et on voit très très bien aussi, généralement sur beaucoup de tableaux, des marmites avec une sorte de bouillon qui est en train de cuire. Oui, aujourd'hui, quand on parle de crêpes, quand on parle de galettes, on pense tout de suite à la Bretagne. Mais bon, je suis désolé, je vais peut-être fâcher un peu les Bretons, mais la crêpe, elle est, j'aurais tendance à dire, européenne, voire peut-être internationale. C'est-à-dire que là, sur ce tableau qui est hollandais, donc on voit des crêpes, et ça signifie bien qu'au XVIe siècle, on faisait des crêpes un peu partout en Europe. Donc on a des recettes comme ça qui apparaissent dans de nombreux traités culinaires. On a des crêpes parisiennes, on a des crêpes belges, par exemple, on a une recette, une crêpe de Tournai. Et aussi, la crêpe va se diffuser dans le Nouveau Monde lorsque certains des Européens vont quitter l'Europe pour aller s'installer au Nouveau Monde. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui le pancake ou qu'on a d'autres crêpes aussi spécifiques au Québec, au Canada ou dans d'autres pays. Donc oui, la crêpe, elle est internationale. Et elle est internationale tout simplement parce que la recette est très facile. C'est tout simplement de la farine, de l'eau, on peut y ajouter des œufs, on peut y ajouter un peu de lait, on peut y ajouter de la bière, on peut y ajouter du vin blanc. En tout cas, c'est un mélange de farine, de liquide, salé, que l'on cuit dans une poêle. Voilà, c'est ça la crêpe. C'est tout simple. Et on peut faire ça dans le monde entier. Dès lors qu'on a un foyer, un feu et un outil, un ustensile assez plat pour pouvoir cuire la crêpe ou la galette. Alors on nous explique dans certaines recettes aussi comment retourner la crêpe, puisque là, on l'a déjà retournée quelque part, elle est déjà colorée ici. Hein. Donc, en fait, on les explique dans un traité du XIVe siècle, on doit prendre une petite spatule et la retourner. On ne parle pas de la faire sauter à ce moment-là. Il y a toute cette symbolique de faire sauter la crêpe, voire de prendre une pièce dans une main, de faire sauter la pièce et de faire sauter la crêpe. Là, bon, là c'est la petite histoire qui fait que la crêpe, dès qu'on en parle, elle touche la famille entière, elle touche les parents, les grands-parents, mais elle touche surtout les enfants, puisque tous les ans, au moment de la Chandeleur, surtout en France, les médias se mettent à parler de la crêpe et de nous poser des questions et d'expliquer d'où vient cette tradition de la crêpe par rapport à la Chandeleur ou par rapport à d'autres moments religieux. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur cette forme de la crêpe. Souvent, on fait référence au soleil, on fait référence à une fête romaine qui arrivait au moment, comment dire, à la fin de l'hiver, à l'arrivée du printemps, à l'arrivée d'une nouvelle moisson, ou aussi à la fin des réserves de céréales que l'on pouvait avoir dans les celliers ou dans les greniers. Donc oui, alors souvent on fait la forme de la crêpe, ça fait penser à la terre, ça fait penser au soleil. C'est vrai. Mais ça, maintenant, c'est toute une symbolique. Il y a toute une symbolique derrière cela. C'est pas anodin non plus si on continue aujourd'hui à proposer la crêpe au moment de la Chandeleur. La Chandeleur, c'est quoi? C'est la fête des chandelles, de la chandelle, et aussi donc d'abord une fête païenne qui a été intégrée dans le contexte chrétien, puisque normalement la chandeleur, c'est quand on présente Jésus au temple. Donc pourquoi la crêpe à ce moment-là? Parce qu'il y a une tradition qui est très ancienne, qui vient d'origine païenne. Maintenant, concernant la forme de la crêpe, bon, l'outil, l'ustensile est quand même important. Une poêle, c'est quand même un outil, la poêle, elle existe depuis très très longtemps, c'est comme un outil qui nous permet de cuire rapidement un produit plus ou moins liquide. Donc je crois qu'il y a ça qui rentre en jeu. Et difficile, par exemple, d'imaginer une crêpe carrée. Peut-être qu'aujourd'hui, un grand pâtissier pourrait nous proposer une crêpe carrée ou rectangulaire. Mais le côté circulaire, oui, il y a la symbolique, c'est vrai. On pense souvent au soleil et à la lumière. Voilà.
On fait souvent une confusion quand on parle de crêpes ou de galettes. Souvent, aujourd'hui, des fois, on a du mal à faire la différence. Qu'est-ce qu'une galette, qu'est-ce qu'une crêpe? Bon, moi, j'ai tendance à voir la distinction dans le sens où une crêpe, on a tendance à la manger sucrée, alors qu'une galette, c'est généralement salé. Mais il faut aller au-delà parce que la galette de sarrasin, elle est faite avec donc un ingrédient qu'on appelle le blé noir, le sarrasin. Dans le passé, on appelait ça aussi le blé turc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sarrasin n'est pas de la même famille que le blé pour qui donne la farine de froment, par exemple. C'est une autre variété de plante totalement différente. Et alors, la grande question est de savoir à quel moment cette plante est arrivée en Europe. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, les croisades, etc., etc. J'y crois pas du tout. Je ne suis pas convaincu de cela. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est quand on trouve des traces. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on voit le sarrasin arriver dans l'ouest de la France à la fin du XIVe siècle et on est sûr d'en trouver au XVe siècle dans les sources en Normandie, en Bretagne. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que le sarrasin est là dans l'ouest de la France dès la fin du Moyen Âge. Maintenant, à quel moment le sarrasin est employé pour faire ce qu'on appelle nous aujourd'hui la galette, c'est un peu plus compliqué parce que le sarrasin peut servir à faire du pain aussi. Alors, n'oublions pas que pendant très très longtemps, la couleur du pain jouait un rôle important dans la distinction et la condition sociale des personnes. Pain blanc, c'est généralement l'élite, pain bis, ce sont les bourgeois, et le pain noir, ce sont les pauvres. Sarrasin donne une farine noire quand même. Donc on doit probablement penser, et je pense que je ne me trompe pas en disant ça, que la farine de sarrasin ou le blé noir, d'abord et avant tout, a été utilisée par les populations modestes. Donc la galette de blé noir, c'est quoi? C'est tout simplement de l'eau que l'on met dans une farine de blé noir. Et donc peut-être même pas de sel du tout, parce que le sel, c'était pas si simple que ça à certaines époques. Et que l'on cuit aussi dans une sorte de poêle. Donc à l'origine, c'est ça. C'est quelque chose de très populaire, de très simple, et que progressivement, on y ajoutera dedans des ingrédients qui pourront constituer une sorte de repas complet. Voilà. Donc comment dire, l'histoire même de la crêpe et de la galette démarre de façon différente sur deux chemins différents et à un moment peut-être ça se rejoint, notamment en Bretagne, pour constituer une tradition bretonne entre la crêpe sucrée et la galette bretonne. Mais j'ai quand même bien l'impression que la galette de blé noir, elle va d'abord suivre une voie beaucoup plus populaire que la crêpe, qui suit une voie beaucoup plus religieuse, j'aurais tendance à dire, et moins populaire. Voilà. Il va falloir attendre la popularisation du sucre, par exemple 16e, 17e, 18e siècle, que le sucre soit plus accessible pour déjà sucrer la crêpe. Et j'ai tendance à penser que c'est surtout 19e et 20e siècle qu'on va sérieusement commencer à mettre des choses dans les crêpes, au moment où elle va devenir vraiment une denrée extrêmement enfantine, destinée aux enfants. Il faut savoir que le sucre, pendant très très longtemps, a été une denrée rare et une denrée qui était réservée aux malades. Au XIVe siècle, au XVe siècle, quand on expliquait, on précisait dans une recette ajouter du sucre, généralement on nous indiquait un peu plus loin parce que la recette est pour un malade. Donc il faut attendre le XVIe siècle et le XVIIe siècle pour que le sucre soit d'un accès plus facile en Europe, et notamment en France, mais aussi probablement en Hollande et dans d'autres pays, et pour que le sucre progressivement puisse pénétrer dans les maisons. Mais encore au XIXe siècle, les pains de sucre n'étaient pas accessibles à tous et que le sucre était cher. Donc nous, on est habitué à manger une crêpe sucrée aujourd'hui, on est habitué à avoir des goûts sucrés, mais n'oublions pas que pendant très très longtemps, nos ancêtres n'ont probablement pas mangé aussi sucré qu'on le fait aujourd'hui, et notamment la crêpe.